Et donc, faire une mammectomie prophylactique permet d'éviter l'apparition du cancer du sein. C'est une idée assez agressive, chirurgicale, et un risque élevé, donc un peu inférieur, donc ça entraîne 10% de cancer du côlon. Ben, c'est soit il y a un antécédent d'adénome avancé ou de cancer, donc les patients qui ont déjà eu un cancer, ils ont un risque de refaire un cancer du côlon, soit les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, parce que dans ces cas-là, il y a une irritation chronique de l'intestin qui favorise l'apparition d'un cancer. Dans ces deux groupes, avec une incidence de cancer et un risque de 5 à 10%, ça ne va pas justifier de faire une colectomie. Vous êtes d'accord? Prophylactique. Non? Vous dormez. Et donc, ça fait partie du groupe à haut risque qu'il faut surveiller avec des coloscopies annuelles pour éviter l'apparition d'un cancer. Donc, vous voyez qu'il y a 4 strates très élevées où on discute la colectomie prophylactique, élevées où on fait une surveillance par coloscopie, et il y a la population générale où le risque est 3-4%. Et dans ces cas-là, on ne peut pas faire des coloscopies à tout le monde. Il fallait qu'on trouve un autre moyen. Quoi? Voilà, j'y arrive. Donc, pour trouver un autre moyen, il fallait mettre en place un dépistage chez les patients asymptomatiques de cancer du côlon pour le faire le plus tôt possible, parce que quand les patients ont des symptômes, dans ces cas, ça devient logique de faire une coloscopie et de justifier. Et le problème, c'est qu'il fallait dépister l'ensemble de la population, parce que la population française a un risque plus élevé. Et pour ça, il fallait qu'il y ait un dépistage de patients asymptomatiques et qu'on puisse, de cette façon, faire le diagnostic avant qu'ils aient des symptômes de cancer pour qu'ils aient une meilleure survie. Donc, après, à partir du moment où vous faites un dépistage de masse, il faut que, en contrepartie, vous ayez une justification pour faire ce dépistage de masse. Et la justification, c'est que la maladie doit être fréquente. Ça ne sert à rien de dépister la population sur la sclérose en plaques. Il y a 300 nouveaux cas par an de sclérose en plaques. Si vous dépistez 70 millions de personnes, le rendement, il va être nul. Et le bénéfice, il est nul parce qu'un diagnostic plus précoce de sclérose en plaques ne va pas améliorer la survie des patients. Donc il faut une maladie très fréquente. En même temps, il faut une très bonne connaissance de l'évolution de la maladie. Je vous ai expliqué qu'on avait une séquence adénome-cancer. Et donc, si on enlève les adénomes, tant mieux. Et donc on évite l'apparition du cancer. Il faut que la maladie doit pouvoir être détectée à un stade précoce. Donc si c'est un petit cancer, il peut être enlevé endoscopiquement. Et s'il est diagnostiqué, il va y avoir un impact, parce que dans ces cas-là, la chirurgie, elle va guérir le patient en l'enlevant tout de suite. La population à dépister doit être bien ciblée, et ça a été une partie difficile. Et en même temps, il faut qu'il y ait un examen de dépistage pour la population. Donc un examen qui soit acceptable pour la population, ça veut dire qu'on ne va pas dire à la population de faire des biopsies et de mettre des aiguilles, parce que dans ces cas, la population ne peut pas y participer. Il faut que le dépistage ne soit pas trop cher. Donc il fallait qu'il y ait tous ces critères pour mettre en place une campagne de dépistage. Donc est-ce que c'est une maladie grave, le cancer du côlon? On a 40 000 nouveaux cas par an. C'est 16 000 décès par an. Donc maintenant la survie elle est un peu meilleure, mais les malades décèdent quand même de leur cancer du côlon. Il y a un taux de survie à 5 ans qui est de 45%. Donc vous avez vu que c'est meilleur que les cancers de l'œsophage ou de l'estomac. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 55% des patients qui meurent au bout de 5 ans. Et le cancer est lié à l'âge, donc il y a un vrai impact de l'âge, donc on peut commencer à cibler un peu mieux la population. Si on met les choses un tout petit peu en perspective, vous avez le cancer du côlon, le cancer de la prostate, le cancer du sein. Vous voyez que maintenant le cancer du côlon il a augmenté, on est un peu en dessous de 40 000. Les plus fréquents, c'est sein, prostate, mais on meurt très peu des cancers de prostate. On en meurt des cancers de prostate. Mais
la mortalité annuelle par cancer de prostate, elle est de 10 000. Généralement, les patients vivent vivent de 5 à 15 ans avec un cancer de prostate, grâce à l'hormonothérapie. Les cancers du sein, la mortalité est de 11 000. On guérit énormément de cancers du sein avec la chirurgie et la radiothérapie. L'hormonothérapie permet de les contrôler longtemps. Donc, mis à part certaines formes très agressives, la survie, elle est quand même assez bonne. Pour le moment, la plus grosse mortalité, elle est au niveau du poumon, mais le cancer du côlon, il a quand même une mortalité élevée, qu'on peut nettement améliorer. L'autre problème, c'est que l'incidence ne fait qu'augmenter avec le côlon. En 1975, il y avait 25 000 nouveaux cas par an. C'est lié au vieillissement de la population, c'est lié à l'aggravation de nos facteurs de risque. On a de plus en plus de surcharge pondérale, on a de plus en plus d'obésité, et donc il y a une vraie augmentation de l'incidence. Et donc de 1975 à 2000, on est passé de 25 000 nouveaux cas à 36 000 nouveaux cas, et la courbe ne fait qu'augmenter. Ce n'est pas qu'une augmentation des nouveaux cas, c'est que ça entraîne, avec le développement des thérapeutiques, un surcoût élevé par cancer. Parce que les patients, maintenant, ils vivent plus longtemps, mais ils vivent plus longtemps avec des chimiothérapies, des hospitalisations répétées, des traitements, des chirurgies, des passages en réanimation. Et donc tout ça, ça a un coût important. Donc, est-ce qu'on a une très bonne connaissance de l'évolution de la maladie? Ça, je vous ai expliqué que oui. Un point important, c'est que entre le petit adénome qui ne pose pas de problème et qui ne saigne pas, le macro-adénome, on n'a quasiment aucun moyen de diagnostic à part la coloscopie. Et on ne va pas faire de coloscopie à tout le monde. En revanche, au niveau du cancer, voire dans certains macro-adénomes, eh ben, la tumeur, elle saignote souvent, même si c'est non visible dans les selles. Et dans ces cas-là, ça peut être visible si on fait un test de réaction de dépistage de sang dans les selles, qu'on appelle le test hémoculte. Donc, est-ce qu'on a une très bonne connaissance de la population? Oui, on a très bien identifié, je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'il y avait des patients qui avaient un risque très élevé et un risque élevé. Et ces patients-là, ils ont un risque tellement élevé qu'il ne faut pas leur faire un dépistage par test hémoculte. Donc ces patients-là, il faut les exclure du dépistage. En revanche, 80% des cancers du côlon sont des cancers du côlon sporadiques arrivés chez monsieur et madame tout le monde. Et donc c'est cette population-là qui aurait dû bénéficier du dépistage pour avoir un diagnostic plus tôt. Et donc, la campagne de dépistage qui a été mise en place et qui est maintenant nationale, elle vise les patients asymptomatiques sans prédisposition, donc sans antécédents familiaux et sans prédisposition génétique ou maladie inflammatoire, qui sont asymptomatiques justement pour éviter pour éviter une évolution vers une maladie grave et agressive. Pourquoi éviter une évolution vers une maladie grave et agressive? Et pourquoi ça a un intérêt de le diagnostiquer plus tôt? C'est que plus le diagnostic est fait tôt de cancer du côlon, meilleure est la survie. Actuellement, on en est là. Il y a 25% des patients qui ont un diagnostic à un stade déjà métastatique. Il y a 50% des patients qui ont un diagnostic à un stade avec déjà un envahissement ganglionnaire. Il y a 30% des patients qui ont un diagnostic à un stade avancé en profondeur mais sans envahissement ganglionnaire. Et il y a 10% des patients qui ont un stade vraiment très précoce, donc juste limité à la muqueuse. Je vous ai dit que les tumeurs digestives, elles évoluaient toujours d'abord en profondeur, puis avec ganglionnaire, puis métastatique. Plus le diagnostic est tôt, meilleure est sa survie. Et donc les tumeurs qui sont toutes petites et vraiment localisées à la muqueuse, leur survie elle est plus de 90%. On est sur des populations âgées, donc la survie normale à 5 ans, elle est de 97% pour la population. Donc là, elle est à 90%. Donc quasiment tous les patients sont guéris. Dès que la tumeur est un tout petit peu plus avancée avec un envahissement en profondeur mais sans envahissement ganglionnaire, la survie elle passe à 75%. Lorsque la tumeur est à un stade plus avancé, notamment avec un envahissement ganglionnaire mais sans métastase, la survie elle chute à 50%. À chaque fois, vous avez une marge d'escalier.
Et lorsque la tumeur, c'est-à-dire dans 25% des cas, est diagnostiquée à un stade métastatique, la survie elle est moins de 5% à 5 ans. Donc plus le diagnostic est tardif, plus la maladie est grave. Donc comment la détecter? Alors, on peut la détecter en faisant des coloscopies. On fait actuellement plus d'1 million de coloscopies par an en France. On ne peut pas faire des coloscopies à tout le monde. Et les patients ne le voudront pas. Donc les coloscopies sont de plus en plus des coloscopies thérapeutiques pendant lesquelles on fait des biopsies, des résections d'adénomes. Et en fait, l'idée des campagnes de dépistage, c'est de justifier quels sont les patients qui vont pouvoir avoir une coloscopie dans le cadre du dépistage. Et donc l'important, c'est de bien identifier ces patients-là pour ne pas faire des coloscopies pour rien. Donc actuellement, les indications de la coloscopie, c'est vraiment tout patient qui a des saignements digestifs, des douleurs abdominales, une altération du d'état général, une anémie ferripienne. Ça, c'est l'indication de la coloscopie. Si le patient est asymptomatique, il n'a pas d'indication à une coloscopie, il a une indication à un test de dépistage dans le cadre de la campagne de dépistage de masse. Et ce test de dépistage, en fait, il a pour but de sélectionner les patients et si le test est positif, de leur faire faire une coloscopie. Et ça a un vrai rendement parce que quand vous prenez les coloscopies de dépistage tout blanc, il y a 37% de polypes et 1% de cancer. Donc le rendement il est quand même assez faible. Quand vous avez une coloscopie de dépistage pour un test hémoculte, il y a 45% de polypes et quasiment 10% de cancer. Donc ça permet de mieux sélectionner les patients que si vous leur faites des coloscopies comme ça tout blanc. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir justifier de faire un examen qui a un coût et qui est quand même pas anodin. Donc pour bien cibler la population, il n'y a pas de prédisposition masculine ou féminine, donc il faut prendre tous les hommes et toutes les femmes, mais il faut quand même se focaliser sur un âge. Donc arbitrairement, l'âge qui a été pris en compte, quand on exclut les patients qui ont un cancer avec une prédisposition génétique, on prend les patients entre 50 et 74 ans. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir avoir quasiment tous les cancers du côlon. Voilà. Tous les cancers du côlon, parce que l'incidence des cancers du côlon chez les hommes et chez les femmes, elle augmente nettement à partir de 50 ans. Arbitrairement, ça s'est arrêté à 74 ans, parce que après 74 ans, la population qui est en bon état général et qui pourrait bénéficier d'une chimiothérapie ou d'une chirurgie, qui n'a pas de comorbidité et est asymptomatique, elle est minime et donc le rendement de la campagne de dépistage dans cette population, il serait trop faible. Parce qu'on parle de dépistage de masse. Voilà. Et donc pour cette raison, la campagne de dépistage, elle concerne les patients, hommes et femmes de 50 à 74 ans, asymptomatiques, sans prédisposition génétique. Donc après, il faut leur proposer un test. Et le test, c'est le test hémoculte qui a été choisi parce qu'il ne coûte pas cher. En fait, c'est un prélèvement des selles, 3 selles de suite, et avec une recherche de sang dans les selles. Si le test est positif, dans ces cas-là, il faut faire une... Si le test est positif, dans ces cas-là, il faut faire une coloscopie. Ce qui est prévu, c'est que ce qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a 2 à 3% de tests positifs et les patients ont une coloscopie. Et dans ces cas-là, comme je vous disais, il y a 45% des patients qui vont avoir des adénomes, 10% des cancers. Et donc c'est ces patients-là qui vont vraiment bénéficier de la campagne de dépistage. Et c'est pas parce que le test est positif qu'il y a un cancer. C'est dans 40% des cas, la coloscopie va être normale. Et en fait, ce sera un faux positif de la coloscopie, du test hémoculte. Lorsque le test est négatif, compte tenu de la séquence adénome-cancer, il peut y avoir un petit adénome qui grossit et qui, 3 ans plus tard, va devenir un adénocarcinome ou un macroadénome. Donc pour cette raison, il est recommandé de faire, lorsque le test est négatif, de refaire les tests tous les 2 ans. De cette façon-là, tous les 2 ans, il y a une recherche de sang dans les selles et cette population est bien encadrée
Et lorsque le test devient positif, on justifie une coloscopie. Ce qui a été calculé statistiquement, c'est que si toute la population participe à ça, et ben le nombre de cancers qui vont être diagnostiqués va être nettement plus élevé à un stade précoce par rapport à un stade tardif. Et donc ça va faire diminuer la mortalité du cancer colorectal de 40%. Ce qui est colossal. Ce qui est prévu, c'est qu'il y ait au moins une participation de 50% de la population. Et dans ces cas-là, l'objectif, c'est qu'il y ait une diminution de la mortalité de 20%. C'est sûr que s'il y a seulement 10% de la population qui participe, compte tenu du coût de la campagne, le bénéfice, il est nul. Donc le test hémoculte, il doit être réalisé chez monsieur et madame tout le monde, de 50 à 74 ans, sans facteur de risque, et en l'absence de symptômes digestifs, donc vraiment des patients asymptomatiques. Est-ce que ça vous semble clair? Vous connaissez la campagne de dépistage. Alors, quand le cancer est diagnostiqué, après, il faut faire un traitement. Vous faites un test hémoculte, vous faites une coloscopie, qui est positive, vous faites la coloscopie, ça identifie un cancer. Vous avez diagnostiqué un cancer à un stade précoce, qui justifie de faire une chirurgie. Donc la chirurgie, elle doit toujours être faite selon le même schéma. On parle de chirurgie abdominale, c'est un cancer, donc c'est toujours, ça peut être une célioscopie, mais sinon c'est une apparotomie médiane. Les chirurgiens, ils doivent palper tous les organes de voisinage, biopsier toutes les zones suspectes, vérifier qu'il n'y a pas de métastase. S'il n'y a pas de métastase, dans ces cas-là, faire une colectomie, donc explorer la cavité abdominale et faire une ablation de la tumeur en prenant des marges de sécurité devant et derrière pour ne pas couper à travers la tumeur et faire le curage ganglionnaire pour voir s'il y a des ganglions qui étaient envahis. Si le cancer est à droite, dans ces cas-là, le chirurgien il coupe au niveau de l'ilion terminal, il enlève bas foncécal à l'appendice côlon droit jusqu'à l'angle de temps, il fait le curage ganglionnaire en même temps, et il fait une anastomose iléocolique. Il fait un rétablissement de continuité iléocolique. Et de cette façon-là, il a enlevé la tumeur en totalité et les ganglions. Si la tumeur elle est à gauche, la tumeur elle est là, dans ces cas-là, le chirurgien il coupe au niveau du haut rectum pour être en abdominal et pas au niveau pelvien, au niveau de l'angle colique gauche, parce que là il y a l'arcade de Riolan et sinon toute cette zone-là est vascularisée par l'artère mésentérique inférieure, et après il fait une anastomose colorectale. Si c'est au niveau du rectum, vous êtes obligé d'avoir une marge de sécurité. Et donc dans ces cas-là, sans ces tumeurs du haut du moyen rectum, eh ben, le chirurgien il coupe au niveau 5 cm au-dessous. Donc ça arrive souvent quasiment au niveau de la marge anale et au niveau du sigmoïde. Et après, il fait une anastomose colo-anale. Si le réservoir, il ne peut pas être fait parce que le rectum a une fonction de réservoir. Si une trop grosse partie du rectum est coupée et que le chirurgien fait une anastomose colo-anale comme ça, les patients, dès qu'ils vont avoir les moindres selles au niveau du côlon, à ce niveau-là, ils vont avoir une envie impérieuse et donc ça va être très invalidant. Donc dans ces cas-là, ce qui est fait, c'est une anastomose colo-anale avec un réservoir en J, c'est-à-dire que le chirurgien ferme une zone là, et plutôt que de faire l'anastomose comme ça, il l'a fait ici, de telle sorte que ça fait un faux réservoir pour éviter les impériosités. Si la tumeur est très basse, le chirurgien il ne peut pas couper en faisant une anastomose, parce qu'il est obligé de couper toute la zone. Et dans ces cas-là, il ferme la zone
et il fait ce qu'on appelle une amputation abdominopérinéale, donc il ferme toute cette zone-là, et il fait une colostomie définitive. Donc ensuite, les patients ils doivent toujours être surveillés. Donc il faut toujours bien vérifier que l'intestin marche bien. Il y a toujours un transit qui est accéléré après la chirurgie, parce qu'on a coupé un morceau de colon quand même. Il peut y avoir des troubles sexuels sur les chirurgies pelviennes. Il faut informer les patients. Et le taux de récidive, il est très faible quand les patients sont bien opérés. Ce qui peut être dramatique, c'est si les chirurgiens coupent à travers la tumeur. Donc il faut vraiment des chirurgiens qui ont l'habitude d'opérer les cancers du côlon. À distance, lorsque la tumeur elle est enlevée, le risque de récidive il est d'autant plus important que la tumeur a été grosse et agressive au départ, et donc s'il y avait des métastases, le risque est beaucoup plus élevé. En termes de traitement, il n'y a pas que la chirurgie dans les cancers du côlon. Il y a aussi la radiothérapie, il y a aussi la chimiothérapie. Donc le principe de la chimiothérapie, c'est d'être actif sur l'ADN des cellules tumorales. Les cellules tumorales se répliquant assez vite, et être actif sur l'ADN des cellules tumorales va permettre de tuer ces cellules qui ont une réplication rapide. Donc il y a comme molécules possibles les furopyrimidines qui sont la principale molécule des cancers du côlon, avec le 5-FU qui est la molécule la plus utilisée, les dérivés des platines, notamment l'oxaliplatine, et l'irinotécan qui est la camptomycine. Et toutes ces cellules, toutes ces chimiothérapies ont une action au niveau de l'ADN de la cellule. Depuis 6 ans, il y a eu d'autres molécules qui ont été créées et qui en fait ne se focalisent plus sur l'ADN de la cellule, mais sur l'environnement de la cellule ou la membrane de la cellule. C'est ce qu'on appelle des thérapies ciblées, notamment les anti-EGFR qui vont se mettre sur la membrane de la cellule et qui vont bloquer les voies d'activation entre les cellules qui stimulent le développement de la cellule. Et de cette façon-là, ça va diminuer la prolifération tumorale. Donc c'est un autre mode d'action. Un autre mode d'action qui a été mis en place et qui est utilisé dans le cancer du côlon, c'est l'effet anti-angiogénique. Il y a des molécules qui vont diminuer les vaisseaux, les néovaisseaux qui apportent le sang à la tumeur, de telle sorte que ça va diminuer, appauvrir la tumeur et l'empêcher de grossir trop. Ça, c'est le bevacizumab ou l'avastin. La majorité de ces chimiothérapies ont une toxicité sur les petites veines. Et donc pour ça, dès qu'on fait de la chimiothérapie, notamment dans les cancers du côlon, on met en place un cathéter implantable qui va être mis dans une veine, dans une grosse veine, notamment la veine calcium, et qui va être relié à l'extérieur en étant sous la peau. De cette façon, les patients vivent normalement, et quand ils viennent pour une chimiothérapie, on pique dans le petit cathéter qui est là, et directement, on peut faire la chimiothérapie. Donc l'autre traitement possible, c'est la radiothérapie, qui est possible uniquement dans le rectum. Ce que je vous disais tout à l'heure, le rectum étant fixe, il est accessible à un traitement par radiothérapie. Donc, l'intérêt de la radiothérapie, c'est que c'est un rayonnement externe qui va être local et donc qui va augmenter l'intensité antitumorale localement. Donc, il n'est envisageable que dans les cancers du rectum parce qu'il faut que la tumeur ne bouge pas. Et pas du tout. Donc, pour conclure, le cancer du côlon et du rectum, c'est très fréquent, grave, il peut être prévenu par les RS des adénomes. Il existe un dépistage de masse, et c'est important que ce soit de masse, pour les patients asymptomatiques d'efficacité démontrée qui est le test Hémocult. Il y a un traitement chirurgical qui est la colectomie. Si
les formes sont avancées, il y a une chimiothérapie qui est possible, et la radiothérapie doit être envisagée que dans les formes, que dans les cancers du rectum. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la chirurgie elle est systématique ou après, par exemple, si c'est trop mal au niveau du rectum, on peut faire directement une radiothérapie pour éviter. Alors, ce qui est recommandé dans les cancers du rectum, c'est de faire une radiochimiothérapie, puis une chirurgie. Parce que la chirurgie seule, dans les tumeurs avancées du rectum, il y a beaucoup de récidives locales. Donc, on peut plutôt cette stratégie. Oui, si c'est métastatique. Oui, après, c'est le traitement symptomatique.